Vous devez vous douter qu'on allait de nouveau parler de la 7ème compagnie sur cette chaîne. Une grande partie d'entre vous nous ont connus avec nos 10 secrets consacrés à la saga de Robert Lamoureux. Épisode sorti il y a à peu près 4 ans. Et ouais, ça file. Donc à l'occasion de son quasi-anniversaire, replongeons-nous dans cette saga légendaire du cinéma français. Mais cette fois-ci, pas de secret de tournage, parlons de la 7ème compagnie par une analyse. Un peu à l'image de ce qu'on a pu faire pour les films de Don Camillo, on va décortiquer la saga et comprendre le contexte historique, analyser les codes et ressorts scénaristiques. La 7ème compagnie entre parfaitement dans un sous-genre de la comédie française, le comique troupier. C'était des spectacles de représentation comique au 19e siècle, oui, c'est vieux, hein, mais bref, qui mettaient en avant les soldats français. Les artistes venaient sur scène habillés en tenue de soldats et chantaient des petites histoires humoristiques sur l'armée française. Je survole le thème évidemment, hein, vous avez un très bon article sur le sujet en description si vous êtes intéressé. Mais voici une citation très pertinente issue de l'encyclopédie Alpha du cinéma de 1976. Pour faire rire, le bidasse français doit paraître idiot et se révéler débrouillard. Ce mot bidasse vient d'une chanson de comique troupier créée au début du XXe siècle. Un soldat venait chanter sa rencontre et ses bêtises avec Bidasse, un camarade qui ne semble pas avoir inventé le fil à couper le beurre. Avec l'ami Bidasse, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras. Par la suite, ce mot s'est démocratisé, notamment au cinéma, avec les Bidasses en folie et les Bidasses s'en vont en guerre de Claude Zidi. Donc, vous voyez l'esprit de ce genre de comédie. Il faut dire que c'est très parlant. La 7ème compagnie, c'est clairement ce genre de récit comique. 3 soldats, pas forcément brillantissimes, qui vont se révéler assez débrouillards pour se sortir des mauvaises situations. Avec cette définition, on a la base pour ensuite créer une histoire et des personnages avec du relief. Et justement, c'est ça dont on va parler dans cette vidéo. Quand on a évoqué entre nous l'idée d'analyser cette saga, on a eu assez peur de ne rien avoir à dire dessus. Eh bien, vous allez le voir, cette saga a bien plus de fond qu'au premier abord. Dans ces 3 films, on retrouve un vrai effet cartoon dont on parlera tout au long de l'analyse. Les cartoons étant de petites comédies d'animation avec des codes très précis de scénario, du comique de situation exagéré, une violence dédramatisée et des dénouements illogiques. Dans la 7ème compagnie, vous le verrez, on a ça. On y ajoute aussi des codes humoristiques très français, hein, des quiproquos, vous allez le voir, il y en a beaucoup, et de l'humour social sur la hiérarchie, les classes sociales, l'emploi. Bref, ça va permettre au film d'apporter une vraie vision sur la guerre, sur les acteurs, sur les civils. Alors pourquoi la 7ème compagnie est une saga avec plus de fond qu'on ne peut le penser? C'est parti pour le premier film. La 7ème compagnie, mon colonel, le capitaine Dumont. Ah, tout de même. Églantine, ici Mirabel. Mais qu'est-ce que vous foutez, mon vieux? Ma bière! La compagnie a été attaquée par des slouchards. Pour ce premier film, Robert Lamoureux va s'inspirer d'un événement bien connu au début de la Seconde Guerre mondiale, la bataille de France. Nous sommes pas historiens, mais bon, ça vous le savez. On va donc vous résumer cet épisode de la guerre, mais si vous voulez plus approfondir le sujet, il y a beaucoup de bons articles sur internet. Si vous êtes curieux, j'ai mis certains d'entre eux en description. En mai 1940, le Troisième Reich envahit la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg et arrive en France. C'est par cet événement que notre film débute. On voit là dans le générique les articles de journaux décrivant l'arrivée des troupes allemandes sur l'Hexagone. La drôle de guerre prenant fin, les armées alliées doivent reculer et beaucoup de soldats français sont faits prisonniers, comme la fameuse 7ème compagnie du 106e régiment de transmission du film. Oui, je dis du film, hein, car c'est une invention de Robert Lamoureux, ce régiment n'a jamais existé, mais bref, résumons un peu, mais où est donc passée la 7ème compagnie? On est donc en plein pendant la bataille de France, aussi appelée la débâcle de juin 40. Cette invasion est décrite avec une belle pointe de moquerie par le narrateur dès le début de l'histoire. L'armée française reculait, selon le porte-parole du grand quartier général, dans les meilleures conditions. Aucune armée avant celle-ci n'avait reculé aussi bien, ni surtout aussi vite. La 7ème compagnie, elle, se bat encore et est positionnée dans un bois. Pour se donner de la visibilité, le capitaine Dumont envoie 3 hommes trouver un point d'observation, le sergent-chef Chaudard, le soldat Pithiviers et le soldat Tassin. Mais les 3 hommes vont faire une erreur qui va leur coûter cher à eux et à la compagnie. Ils vont laisser le câble du téléphone servant à prévenir le camp du moindre geste ennemi à portée de vue des Allemands. La 7ème compagnie va être rapidement débusquée dans le bois et capturée. Nos 3 comparses
eux se rendent compte de leurs bêtises et ils vont alors s'enfuir pour ne pas subir le même sort que leurs camarades. Ce premier film, et c'est le cas pour les deux suivants aussi, est évidemment porté par son formidable trio. 3 personnages devenus iconiques interprétés dans ce premier opus par 3 grands acteurs. On commence par évidemment le chef Chaudard interprété par Pierre Mondy. Il est génial avec son air de petit chef désabusé qui est au final très proche de ses hommes. On se rappelle tous de cette scène où Chaudard s'énerve quand ses hommes se baignent mais qu'il finit par les rejoindre. Bon, il a glissé, c'est vrai, mais au moins il peut se la péter en montrant comme il nage. Qu'est-ce que vous nagez bien cher. Oh là! Ensuite, Pithiviers, certainement celui qui gaffe le plus, interprété par Jean Lefebvre. Et ce côté gaffeur, il est iconisé par cette phrase culte, peut-être la réplique la plus connue du film d'ailleurs. J'ai glissé, chef. J'ai glissé, chef! J'ai glissé, chef. Quoi? Ils ont dû glisser. Les ennuis viennent souvent de lui dans ce premier film. Il enterre mal le câble téléphonique, il casse sa chaussure, glisse derrière des canettes, bref, il a vraiment ce petit côté naïf, mais par instant assez malin, avec toujours le bon mot pour énerver le chef. Vivement qu'on arrive. Ah, fallait pas glisser. Le troisième, c'est Tassin, interprété par Aldo Machon. Comme Pithiviers, il est assez naïf, presque enfantin lui. Pourtant, c'est contrebalancé avec le fait que ce soit le plus grand et souvent le plus fort. C'est lui qui répare et tire au canon, qui attrape et tue le lapin. Bref, justement, c'est un peu de ce qu'on pourrait appeler le costaud sans cervelle. Ah là! C'est le falot, Mais c'est quand même réducteur, c'est surtout tout au long du film un ami fidèle. Il n'hésite pas une seconde à tuer des Allemands pour sauver Pithiviers, par exemple. Un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef, un petit bain pour le chef. Ces 3 protagonistes vont donner au long métrage cet effet cartoon dont on parlait en introduction. Il va leur arriver de nombreuses vacheries qu'ils auront souvent initiées d'ailleurs, mais ils vont toujours finir par s'en sortir sans que ce soit dramatique. Ce procédé justement permet de dédramatiser le contexte de la Seconde Guerre mondiale. Je sais que personnellement j'ai découvert et beaucoup regardé ce film étant enfant. Ce comique de situation permanent avec Chaudard qui glisse quand le lapin passe, Pithiviers qui casse sa chaussure pour ralentir le groupe, Tassin qui fait du bruit avec les casseroles en courant, ça rend le film très drôle pour une large audience. Et comme rien n'est dramatique dans le film, on s'autorise à rire à gorge déployée d'événements qui devraient être justement dramatiques. Cet effet cartoon, on en a une manifestation directe. Cette bulle de pensée très comics américain où le personnage du colonel se demande mais où est donc passée la 7ème compagnie? Autre exemple criant, on est en pleine Seconde Guerre mondiale et par instant on a de jolies musiques très détendues quand les gars mangent dans le cimetière et où Tassin se balade dans le village. Si ça aussi c'est pas fait pour créer du contraste. D'ailleurs, tant qu'on parle de contraste, 2 visions de la guerre vont s'affronter quand Chaudard va rencontrer Duvauchel dans une maison de campagne. Le lieutenant est une figure parfaite de l'officier français, héroïque, un homme courageux. Là c'est sûr ça va contraster avec la tenaille qui est plus préoccupé à cuire son lapin. Mais bon, même Duvauchel se prend vite au jeu de ce groupe de compagnons. Dans une guerre, on peut en faire des choses en 10 minutes. N'est-ce pas, chef? Oui, mon lieutenant. Boire un verre, par exemple? Ces personnages très caractérisés, très clichés pour certains, ça rajoute beaucoup au récit. Par instant, l'histoire peut retomber en intensité, on est vite réveillé par une blague ou une action comique. Chaudard, Pithiviers et Tassin représentent bien cette image que l'on avait de l'armée française de 1940 à l'époque, Ce sont des bras cassés. Une réflexion qui sera plus tard largement nuancée d'ailleurs. Depuis tout à l'heure, je parle de ce comique, de situation très cartoon qui peut plaire aux plus jeunes. Mais ça ne veut pas dire que c'est un film pour enfants. Une première chose que j'aime beaucoup dans ce film, c'est des moments où ils évoquent leur vie de civil avant la guerre. Au début, Chaudard, Tassin et Pithiviers sont noyés dans la 7ème compagnie. Ce sont des soldats parmi tant d'autres. Et dès qu'on s'attarde sur chacun d'entre eux, on en découvre un peu plus sur leur vie. On parle de leur métier, ce qui amène beaucoup de moqueries entre eux d'ailleurs. Employé de mairie, à La Roche-sur-Yon. C'est ça, employé de mairie. Service extérieur. Et alors, il en faut, non? On évoque leur famille, comme la femme de Pithiviers ou la sœur de Tassin qui semble pas mal l'effrayer. Il faut que je sois rentré le soir avant 11h et que je mette les patins. Ça là-dessus, elle est terrible. On voit aussi certains de leurs défauts plus en profondeur. Je pense par exemple au mensonge de Chaudard sur la réussite des affaires de Saint-Quincaillerie. Ça marche ça, la casserole? Si ça marche, voilà. Rien que l'année dernière. Bon, après, il faut dire qu'il se doutait pas qu'il allait rencontrer son patron dans une maison pendant la guerre. Pas brillante, votre affaire. Non, cette année, ça n'a pas été ça. L'année dernière non plus. Non.
L'année dernière non plus. C'est marrant dans cette scène de voir ce jeune homme être le chef d'un monsieur plus âgé que lui. Ça nous montre comment les gens issus des catégories plus favorisées étaient placés hiérarchiquement dans l'armée française. Ça va avec mon propos, on est là pour rire, mais on réfléchit quand même aussi. D'ailleurs, tant qu'on est dans l'aspect social, plusieurs répliques ou situations sont très représentatives de la société française de l'époque. Je pense au personnage joué par Robert Dalban qui critique les soldats de cette guerre, en mettant bien sûr en avant le côté plus brave des soldats de la Grande Guerre. En 14, nous on s'accrochait. Il y avait des pertes, mais on s'accrochait. Enfin. Je pense aussi à cette scène dans la maison dont on parlait juste avant, où on voit une femme qui reste vivre avec sa belle-mère pendant que son mari est parti au front. Scène où on peut voir les désaccords entre les deux femmes qui ne se sont pas choisies pour vivre ensemble. Eh ben, vous la pomponnez. Pensez peut-être que mon fils va revenir de la guerre dans la soirée. Tu veux pas aller au village toute nue? C'est pas que ça vous gênerait. Mais la plus marquante de ces scènes reflète son époque, c'est celle de l'épicerie. Elle est hilarante, c'est l'une de mes préférées, mais si vous y faites attention, elle est surtout très intéressante. Le personnage de l'épicier craint visiblement les Allemands. Il préfère ne rien donner aux soldats français et accueille à bras ouverts les ennemis quand ils réclament de la nourriture. Je trouve que c'est fort de sens. On ne manque pas des Français unis dans le conflit, mais certains méfiants les uns des autres. L'épicier a tout simplement peur des représailles et préfère nourrir les Allemands. De vouloir vin rouge. Eh bien sûr, monsieur, avec plaisir, vin rouge. Vous avez raison, chef, c'est une belle ordure, hein. On a un peuple qui se divise, ça rajoute une certaine noirceur à cette comédie. On le fait avec humour évidemment, toujours avec cette légèreté de ton, de Tassin et de Pithiviers, mais le sens est là. Ça fait du halaï. Du halaï? Mon camarade, il faut du halaï. Allez chercher du halaï. Tout de suite. Je dis pas que l'épicier est un collabo, hein, surtout qu'on n'est pas encore dans une France occupée, mais les tensions entre les Français étaient déjà là. Un Hitler. Encore un Hitler. Encore un Hitler. Parlons justement de la bataille de France. Robert Lamoureux l'a vécu personnellement et il a voulu glisser des moments qu'il a connus. Jeune, il doit fuir de chez lui pendant cette période avec l'arrivée des Allemands. C'est ce qu'on a appelé l'exode de juin 40. Et ça, il a retranscrit dans le film. Je prends pour exemple la scène où les civils doivent fuir et que Chaudard donne à manger à un enfant qui a faim. Encore une scène très intéressante où l'on voit les différences de jugement en fonction des gens. Le père se méfie et ne veut rien accepter des Allemands. La mère rétorquant qu'ils ne sont pas vraiment tous mauvais. Ça apporte une touche de non-manichéisme pertinente qui colle bien à la pensée émergente des années 70. Autre chose que j'adore dans ce film, c'est le gros boulot effectué pour mettre les personnages dans un contexte crédible. Les décors, les costumes, énormément de figurants, les chars, les avions ou encore les armes. Même si ici, petit anachronisme, puisque la quasi-totalité des matériels militaires sont américains et repeints aux couleurs françaises et allemandes. Le matériel de la Seconde Guerre mondiale n'étant pas disponible à l'époque du tournage. Bref, le film fait tout pour qu'on croie à l'image et ça fonctionne. J'aime beaucoup ce premier opus qui n'est pas sans défaut, évidemment. Par exemple, le personnage du petit ne sert pas vraiment à grand chose. J'ai aussi des petits reproches à faire sur la fin du film. C'est honnêtement un peu facile. Et oui, on a tous rigolé, on est d'accord, mais notre suspension d'incrédulité à ce moment est forte quand même. Les Allemands auraient dû se rendre compte tout de suite que la 7ème s'échappait et ils les auraient fusillés. Mais bon, c'est toujours dans cet esprit cartoon. L'épilogue du film où les gars de la 7ème se retrouvent parachutistes en 44 est assez particulier. Mais on en reparlera quand on évoquera les autres films. D'ailleurs, on passe au second. Groupir. Il faudrait se groupir. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit groupir. On prend les mêmes et on recommence, comme on dit. Bah, pas tout à fait. Comme vous le savez, Tassin a changé d'interprète entre le premier et le second film. Aldo Macione était assez compliqué à gérer sur le tournage du premier. Il fuguait, s'engueulait avec Lamoureux et ne s'entendait pas très bien avec Lefebvre. Si vous voulez creuser, vous pouvez d'ailleurs vous diriger vers nos 10 secrets. Mais bref, quand l'Italien demande un salaire exorbitant pour faire le 2, c'est la goutte d'eau. Le réalisateur décide de changer d'acteur et recrute Henri Guibé, déjà très connu du grand public, pour son rôle de Salomon dans Les Aventures de Rabbi Jacob. Petit synopsis de ce second volet de la saga, on a retrouvé la 7ème compagnie. On est directement à la suite de l'évasion de la 7ème compagnie, grâce à nos 3 compères et du lieutenant Duvauchel. Un instant de bravoure qui ne va pas durer très longtemps. Alors que les protagonistes avaient retrouvé leur compagnie, le lieutenant a l'idée, plutôt maligne d'ailleurs, de continuer à se faire passer pour des Allemands afin de couvrir les soldats français. Le lieutenant, c'est un type formidable, un Tassin. En tout cas, moi, je vais vous dire un truc, les gars. Avec le lieutenant, j'irai n'importe où. Ça tombe bien, on repart. Au grand désespoir de Pithiviers qui serait bien resté tranquille. C'est une idée de vous, ça, chef, ouvrir le chemin? Ça va pas, non? C'est le lieutenant, hein? Ouais. Puisque j'en ai marre de ce mec-là.
Parce que j'en ai marre, hein. Mais bref, quand il s'arrête pour réparer le char allemand, le lieutenant est fait prisonnier par l'ennemi, mais nos trois compères, eux, à l'image du premier film, réussissent à s'enfuir par une rivière cette fois-ci. Vont alors s'enchaîner de nombreuses péripéties. Ils vont prendre des vêtements d'officier chez la mère Cruzy ou encore vont être emprisonnés dans un château avant d'essayer de s'en évader. Et je rentre pas plus dans les détails, hein. Ce second film s'ouvre un peu à l'image du premier, sur une remise en contexte de l'histoire. On est toujours dans cette fameuse débâcle de juin 40. J'avais bien aimé cette manière de faire dans le premier, avec ces images de journaux expliquant le contexte. Mais ici, il faut dire que j'en suis beaucoup moins fan. On a un rapide résumé du premier film, entredécoupé des crédits du générique et des scènes du colonel interprété par Robert Lamoureux. D'entrée, je n'aime pas les intros qui t'expliquent le précédent film. Pour moi, quand tu vas voir un deuxième opus d'une saga, c'est que tu as intégré le premier. Mais bon, à la limite, pourquoi pas? Des chefs-d'œuvre comme Le Seigneur des Anneaux le font bien. En revanche, ajouter à cette introduction très explicative toutes les scènes du colonel Blanchet, c'est un non-sens. Je ne dis pas qu'elles sont pas drôles, mais elles n'apportent rien à la compréhension de l'histoire. Avec cette intro de 4 minutes, je ne peux pas m'empêcher de voir derrière ça le petit délire du réalisateur qui voulait mettre son personnage en avant, quitte à sacrifier ce qu'il avait réussi dans le premier, une réelle mise en contexte pertinente. Juste après, ils refont toute la scène de l'évasion à la fin du 1, en y ajoutant notamment des scènes avec Henri Guibé retournées à la place d'Aldo Machon. Je comprends qu'il ait fait, c'était pour bien faire saisir aux spectateurs qu'on est dans un mid-quel et pas dans une suite. Un mid-quel, c'est quand un film se passe entre deux moments d'un même film. Là, on a retrouvé la 7e compagnie, se passe entre l'évasion du premier film et le débarquement en 44, toujours dans le premier. Mais ici, c'est fait maladroitement. Si le film avait commencé au moment où Dumont et ses hommes s'enfuient dans la forêt sans refaire la même scène à l'identique, on aurait parfaitement compris aussi. En plus, on voit énormément les différences de colorimétrie entre les plans issus du premier et ceux retournés. Non, vraiment, je vous jure, c'était maladroit. Bon, malgré tout ça, j'adore ce deuxième opus. Je sais que je l'assassine un peu depuis quelques minutes, mais vraiment, on a retrouvé la 7e compagnie et génial. Justement, c'est pour ça que je suis dur avec lui sur son intro. Je trouve ça dingue d'autant rater les 5-10 premières minutes et de faire une aussi bonne comédie derrière. Ce que j'adore dans celui-ci, c'est certainement les multiplications des horizons des personnages. Dans le 1, on était assez enfermé dans cette supposée tenaille. Les personnages étaient dans la forêt de Machecoul et devaient rejoindre le reste de la compagnie. Ici, on va aller dans plein de lieux différents. Le château, la rivière, l'hôpital, le train. Bref, on peut voir nos personnages évoluer dans différents endroits et ça nourrit de nouvelles situations comiques. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit... On peut ajouter à ça des personnages secondaires bien plus étoffés que dans le premier. Le colonel Blanchet, joué par Lamoureux, est plus présent et va provoquer beaucoup de quiproquos. On s'est bombardé par en dessous, chef. Une mine. Le capitaine Dumont, joué par Pierre Tornade, est bien plus présent et drôle avec le fameux Château Vieux. Château Vieux. La mère Cruzy, jouée par Jackie Sardou, elle a peu de temps à l'écran, mais elle est hilarante. Bon, je vais chercher des chaussettes et des chaussures et tâcher d'être prêt quand je vais revenir. Faut que je finisse de vous habiller, moi. En restant sur le traitement des personnages, j'ai noté quand même une différence notable sur les Allemands. Dans le premier film, ils étaient globalement juste les méchants, c'était vraiment la menace. Et en face, on avait une armée française assez ridicule, mis à part le lieutenant Duvauchel. Ici, on se moque plus de l'armée ennemie. On prend pour exemple le soldat qui escorte Tassin et Pithiviers pour aller récupérer de la viande. Il se fait balader par les deux compères alors qu'il leur avait dit de rester groupir. Voilà, groupir. Reste groupir. Groupir, si on reste groupir, on va faire des lâches. Nine, groupir. De manière générale, les Allemands subissent beaucoup plus les coups d'entourloupe de nos trois personnages, de manière assez naïve d'ailleurs. Un autre exemple, la très connue scène de l'évasion du château avec les paillasses. Un moment terriblement efficace du film où on voit les surveillants se laisser complètement tourner en bourrique devant une situation cartoonesque. Vous savez trop chaud, vous savez trop froid. Les allers-retours s'accumulent et s'accumulent jusqu'à ce point d'orgue où la quasi-totalité des officiers prisonniers s'échappent par les souterrains. Dans cette scène, on a une dynamique comique très récurrente de la saga. J'appellerais ça un rise and fall comique. Le rise and fall au cinéma, c'est quand un personnage, généralement de basse naissance, s'élève dans la société puis rechute pour différentes raisons. Ici, c'est plutôt des personnages assez idiots qui font une action héroïque avant de tout gâcher. Chaudard, Tassin et Pithiviers, qui sont des soldats assez basiques, réalisent une action héroïque qui les iconise. Peur de rien. Des braves. Des héros, mon cher. Des héros. Ils réussissent à faire échapper tout le monde du château avec un stratagème malin et ruinent tous leurs efforts au dernier moment en faisant écrouler le souterrain à cause d'une porte. Ça va
pas con, votre chaudard, hein? Tout de même. Et en plus, eux, ils réussissent à chaque fois à s'en sortir. On a souvent ça, une courte poussée d'héroïsme, c'est très drôle jusqu'à ce qu'ils gâchent tout, et ce qui est encore plus drôle. On est pleinement dans cet effet cartoon dont je parlais tout à l'heure, avec plus de chutes, des coups, la fameuse scène où ils sont coincés dans le moulin. Ce comique de répétition se caractérise de deux façons dans On a retrouvé la 7ème compagnie. J'en parlais par un comique de situation répétée, donc les matelas qui passent devant les Allemands, mais aussi les ponts qui explosent ou encore la multiplication des évasions. Ça y est, chef, on est encore évadé. Pourvu que ça dure. La ferme. Bouclez-la, nom de Dieu. Mais on a aussi un comique de répétition dans la récurrence des répliques. Je vous prends en exemple le fameux « Si je connaissais le con qui a fait sauter le pont ». Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Je connaissais le con qui a fait sauter le pont. Si je connaissais le... Ça va. Non, je veux dire, si je connaissais le type qui a fait sauter le pont, je l'embrasserais. Je peux évoquer ici aussi la récurrence du gag de Tassin et Pithiviers qui se trompent dans leur grade de fortune après leur passage dans la rivière. Et que nous, on est capitaine. Commandant. Quoi, commandant? On est commandant, pas capitaine. Et commandant, pas capitaine. Tassin. Grotte. Patate. Capitaine. Commandant, un chef. Commandant Tassin. Commandant Pithiviers. Transmission aussi, comme le chef. Comme lui. Ça n'a l'air de rien dit comme ça, même si ce sont que des petites vannes, ça crée une ambiance comique qui porte le récit. Tenez, j'allais oublier le fameux le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord. Le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Le fil rouge sur le bouton blanc, le fil vert sur le bouton bleu. Ce comique est toujours aussi bien porté par nos protagonistes, égaux à eux-mêmes. Enfin, Chaudard a un peu changé. Il est toujours autant de mauvaise foi dans ce 2, mais il est aussi beaucoup plus gaffeur dans ce film, et ça nourrit son rapport comique. Ça, c'est con. J'adore aussi quand il commence à prendre la grosse tête et qu'il se prend pour un vrai colonel. Alors, Et où est-il, le sergent-chef Chaudard? c'est le colonel qui est là, mon capitaine. C'est vraiment cette incarnation du petit chef qui se rêve d'être un grand chef. Et je ne parle que d'humour, revenons quand même au sujet de la vidéo. Comme dans le premier, j'apprécie énormément l'explication sociale du conflit qui est fait dans le 2. Mais On a retrouvé la 7ème compagnie ne va pas recycler les thèmes du premier film. Ici, on va parler du traitement des prisonniers dans la Seconde Guerre mondiale. Et ce n'est pas pour dire que les prisonniers français étaient maltraités, c'est surtout pour montrer la hiérarchisation entre les officiers et les soldats. Les officiers, franchement, ils sont pas trop mal pour des prisonniers de guerre. En tout cas, ils sont bien mieux traités que les fantassins. Ils ont la meilleure nourriture déjà, et puis il y a qu'à voir le regard que pose Pithiviers sur les patates. En plus, leur prison c'est un château. Il y a pire, ils dorment sur des matelas, eux, pas sur de la paille. Je caricature, c'est pas le Club Med, surtout quand les Allemands apportent le cadavre d'un fuyard devant eux. Comme Chaudard, Tassin et Pithiviers sont maladroitement emprisonnés avec les officiers, on peut voir la différence par leur regard. C'est d'ailleurs intéressant de voir qu'ils ne veulent pas partager leurs patates quand des soldats leur demandent comme s'ils avaient oublié leur réel grade. Dans cette même scène, on voit un simple lieutenant donner sa nourriture aux soldats alors que Chaudard, qui est censé être colonel, peine à donner un morceau de pomme de terre. Puisque nous n'avons pas su les conduire à la victoire, sachons au moins les aider dans la défaite. N'est-ce pas, mon colonel? Oui, mon lieutenant, oui, ça... Dès qu'ils sont démasqués à l'arrivée de Dumont avec les prisonniers, quasiment tous les officiers se moquent d'eux. Ces hommes n'avaient pas endossé ces uniformes. Mon général, s'ils se sont trouvés en caleçon, c'est à la suite d'actes héroïques qui les rendent tout à fait dignes des grades qu'ils portent. Celle qu'on peut voir d'Alban en général, il me semble. Lui qui était paysan dans le premier film, c'est une sacrée promotion. Pour vous mettre dans le contexte historique du film, les troupes françaises vont continuer à reculer, les Britanniques vont se retirer du territoire et l'armistice sera signé le 22 juin 1940 par le maréchal Pétain. On va donc suivre l'occupation allemande, la France divisée entre les différentes zones et la résistance française. C'est dans ce contexte que va se dérouler la 7ème compagnie au clair de lune. Et bien justement, 3e partie.
Si ça tournait mal, je veux dire, s'il y avait une fusillade, vous avez une petite porte sur la droite. Oh, bah, s'il y a une petite porte sur la droite. Hein, Tassin? Oui, ce qu'il faudra, c'est pas se bousculer pour sortir. Comme je vous l'ai dit, fini la drôle de guerre et la débâcle de juin 40. L'histoire prend place en pleine France occupée en 1942. Période où émergeait un moment important de l'histoire française, la résistance. À la suite du vol du train du second opus, on peut logiquement imaginer que Chaudard, Tassin et Pithiviers se sont fait choper par les Allemands, emprisonnés puis renvoyés chez eux à l'armistice. Ce n'est pas expliqué dans le film, mais c'est pour imaginer le contexte du début du troisième film. 2 ans plus tard, on retrouve Chaudard qui ne s'appelle plus Louis d'ailleurs, mais Paul, en compagnie de sa femme Suzanne qui elle aussi a changé de nom puisqu'elle s'appelait Paulette dans le premier film. Je vais dire à Paulette. Le chef s'apprête à recevoir ses 2 compères de la 7e afin de passer de petites vacances dans sa quincaillerie et les alentours. Mais dans le fond de ce séjour sympathique entre vieux camarades de guerre se déroule la terrible réalité de l'occupation et des prémices de la résistance française. J'ai caché un type dans le cellier. Quoi? Oui, en plus j'ai 3 pilotes anglais dans la vieille chapelle, il faudra de la bouffe. Et on veut que j'en prenne. Suzanne et son frère aident un terroriste judéo-maçonnique à se cacher dans la cave de la quincaillerie Chaudard. Des péripéties et des quiproquos vont alors s'enchaîner, obligeant bien malgré eux la 7e compagnie à entrer en résistance. Enfin malgré eux, ce n'est pas qu'ils sont contre, mais bon, ils voulaient simplement passer de petites vacances, tranquilles à la base. Dans ces cas-là, vous connaissez la tactique. Le chef couvre, les 2 autres sortent. C'est ça. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, oui. Ah, mais c'est ça. Après le film sur la fuite, celui sur l'évasion, la 7e compagnie au clair de lune, c'est vraiment le film où les 3 protagonistes vont être le plus impliqués dans des querelles politiques. Le sujet semble être plus lourd que dans les 2 précédents, on va y revenir. Mais ça n'empêche pas que ce 3e opus est toujours aussi drôle, comme les 2 précédents. Dans celui-ci, on a la quintessence des quiproquos de la saga. Vous allez me dire que c'est une habitude dans la saga, mais dans celui-ci, on en a vraiment beaucoup, sûrement plus que dans le 1 et dans le 2. À l'inverse, la 7e compagnie au clair de lune délaisse un peu tout ce côté cartoon que l'on retrouvait dans les 2 précédents. Il y a bien quelques chutes, avec Chaudard qui tombe de l'escabeau, ou Pithiviers qui enlève la chaise de Tassin. Mais de manière générale, on a un humour plus adulte. D'ailleurs, j'ai toujours trouvé ce 3e film moins accessible au jeune public que les 2 précédents. Je reviens sur les quiproquos. Je vais vous livrer mes préférés et qui vont avoir un impact direct sur l'histoire. D'entrée, Tassin pense que Chaudard est cocu, alors que sa femme cache simplement un terroriste dans sa cave. Oh, dites-moi encore, Je n'aime que toi, petite fleur des champs. Cette nuit. Un quiproquo qui aura sa réponse plus tard quand Chaudard va frapper ce fameux résistant qui, lui, pensait avoir le chef du réseau Attila devant ses yeux. Je n'aime que toi, petite fleur des champs, c'est où? Ah oui? Mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi votre femme, appartenant à la résistance, vous a pas dit à vous, pourtant chef du fameux réseau Attila, qu'elle avait caché un résistant dans votre cellier. Ah, elle vous dit rien. Et votre beau-frère ne vous dit rien non plus. Non plus. Je vous rappelle la définition du comique troupier. Pour faire rire, le bidasse français doit paraître idiot et se révéler débrouillard. Eh ben, débrouillard, c'est le mot quand Chaudard, Tassin et Pithiviers vont faire fuir les Allemands en leur jetant un avion resté au sol. Là encore, alors que les soldats sont redevenus civils, on est clairement dans cette définition du troupier. Ah, si on vous reparle de ce que vous avez fait là-haut à la ferme des Bollons, dites que vous l'avez fait exprès. Ah bon, pourquoi? Parce qu'il vaut mieux passer pour des héros que pour autre chose. Et je vous ai dit que cette action va conditionner la suite du récit. Tout le monde va penser que ces 3 bras cassés sont en réalité des chefs résistants. C'est exceptionnel. Et ils en ont dans le ventre le Chaudard et ses copains, parce que jeter un avion sur une camionnette, faut le faire. Mon Dieu. Un dernier quiproquo que vous avez forcément en tête, cette scène avec Jean Carmé où ils se font passer pour des Anglais dans la petite chapelle. Contrairement ici, c'est un quiproquo maîtrisé par nos protagonistes. Ils sont conscients d'entourlouper le personnage joué par Jean Carmé, qui est d'ailleurs pas finot. Chef? Chef? Ça veut dire chef, sûrement. J'aime bien le fait que cette fois-ci, la 7e soit dans le contrôle. Ça appuie plus sur le côté débrouillard que sur le côté idiot, toujours pour reprendre la définition du comique troupier. Sin Downtown Falza. J'en parlais tout à l'heure, même si l'humour est très présent, le ton du film est néanmoins plus grave que les précédents opus. Cet humour, qui venait d'un peu partout dans les précédents volets, ici se réserve à nos 3 protagonistes. Eux, ils continuent leur péripétie comique, mais autour d'un contexte et des personnages plus sérieux. Descendez les armes au bout. Mais je... Nous... Alors vous attendez d'être mort? Faites le tour. Vous êtes là pour ça, non? Allez. C'est pour les lapins, non?
Dès le début du film, on commence directement dans la traque du terroriste par la Gestapo. Ça donne le ton, hein, le film sera plus frontal et sérieux. Comme on l'a dit, le cartoon est mis de côté, l'ensemble des personnages vivent dans la tension. Je prends pour exemple cette femme travaillant dans une boutique qui se fait interroger par la police. Elle est très calme devant eux, puis se met à trembler comme une feuille à leur départ. Des scènes de tension comme celle-ci montrent le courage des civils pendant l'occupation. Cette scène me fait penser à un film de Claude Chabrol, que j'adore, qui s'appelle La ligne de démarcation, avec des séquences entières d'intimidation de la part de la Gestapo. C'est un grand film de 1966 qui abordait déjà la collaboration et la rafle des Juifs. Je vous le conseille vivement. Mais une scène forte de sens n'est pas incompatible avec une bonne connerie de nos trois compères. Dans cette séquence du repas, que j'adore d'ailleurs avec Pithiviers et Tassin qui s'enlèvent les chaises, il faut être attentif à l'arrière-plan. On peut y voir en fond un portrait de Pétain. Quand on sait que Suzanne est résistante, c'est fort de voir certains d'entre eux avec le portrait de la collaboration, assurément pour ne pas griller leur couverture. Et en même temps, eh bien Chaudard lui n'est pas résistant au début. Il a le portrait de Pétain. Alors ça veut dire quoi de Chaudard ça? Pas qu'il est collabo, hein, mais qu'il ne vaut certainement pas mieux que l'épicier qui a refusé, par peur de représailles, la nourriture dans Mais où est donc passée la 7ème compagnie. Je trouve que c'est super intéressant et malin de la part du film. Il n'est pas manichéen. Après, c'était sûrement obligatoire d'avoir le portrait de Pétain sous l'occupation, hein, je m'y connais pas assez. Mais quand même, j'aime analyser ce genre de petits détails. Dans ce film, le terme juif va enfin être employé directement. Dans les deux premiers, bien qu'évoqué subtilement dans le 2, c'est un sujet totalement évité. De manière assez logique, au final, on était centré sur l'armée française et la débâcle. Pareil que c'est l'État chez vous qui organise les colonies de vacances? L'État envoie les enfants dans des camps. Dans ce 3, la Gestapo traque les forces judéo-maçonniques. On ne parle pas de Shoah ni de RAF, mais c'est important de la part d'une comédie de ne plus mettre sous le tapis le sort des Juifs durant la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, pour terminer sur cette part sombre, le film parle de marché noir, de commandant de tour, de vocabulaire très politique et je trouve assez osé pour une comédie des années 70. Mais dis donc, ça a dû vous coûter les yeux de la tête tout ça au marché noir? Oui, il m'expliquait en venant que sa femme elle travaille à la commandant tour dans son bled. Alors forcément, ouais. Ce que j'aimais dans ce côté épique du second, je le retrouve bien dans celui-ci aussi. On a la course-poursuite en voiture par exemple, suivie de la scène dans cette carrière de sable. C'est vraiment une très bonne comédie d'aventure, j'ai d'ailleurs beaucoup de mal à comprendre l'avis du public dessus. Qu'il soit moins apprécié que les deux premiers, je peux comprendre, hein, on en a parlé, il est moins accessible. Mais la 7ème compagnie au clair de lune est trop décriée, comme si c'était une mauvaise suite. Je conseille vivement à tout le monde de le découvrir ou de le redécouvrir après cette analyse, mais je suis sûr que vous porterez un regard différent. Avant de conclure, je reviens avec vous, comme convenu, sur l'épilogue du 1. Souvenez-vous, on a dit qu'on a retrouvé la 7ème compagnie et la 7ème compagnie au clair de lune sont des midquels. Des films se passant dans Mais où est donc passée la 7ème compagnie? Eh bien, je trouve que la fin de ce 3e film a bien géré cet effet. À la fin du long métrage, Chaudard, Tassin et Pithiviers se rendent en Angleterre pour échapper à la Gestapo, en faisant au passage exploser par chance les bateaux ennemis. Eh bien, on peut sans problème imaginer que la 7ème, accostant à peine en Angleterre, est amené à Londres, étant aux yeux de tout le monde les chefs du réseau Attila. Ils y rencontrent là-bas le lieutenant Duvauchel qui se serait échappé après le 2 et aurait rejoint Portsmouth, ville où le débarquement de Normandie a commencé. Toujours convaincus de leur bravoure, souvenez-vous, hein, Duvauchel trouvait Chaudard et ses hommes formidables. Le lieutenant les aurait pris avec lui sur son avion pour débarquer sur les plages normandes. Et au moment où Pithiviers glisse de l'avion, je pense que Duvauchel a définitivement compris à qui il avait affaire. J'ai glissé, chef. Ce petit parcours est évidemment imaginé, mais je pense qu'il est assez cohérent avec le récit mis en place. Dites-moi d'ailleurs en commentaire comment vous trouvez ma fin imaginée. Je ne suis pas sûr que l'idée de base de l'amoureux était de faire une saga de la 7ème compagnie. C'est le succès fou du premier film qui l'a convaincu, et les producteurs aussi, hein, à poursuivre l'histoire. À l'écriture, il a pensé son film avec comme fin l'épilogue du débarquement. Mais le public voulait en savoir plus sur l'histoire de la 7ème, pour notre plus grand plaisir. Bon, allez, concluons cette vidéo déjà bien longue. On l'a vu ensemble, la saga La 7ème compagnie est un must de l'humour. Autant par son côté humour très français, à base de quiproquos et de commentaires sociaux, mais aussi par son côté intergénérationnel pouvant plaire aux petits avec des effets cartoon. Et en même temps, on est sur une saga qui a du fond. Une saga qui nous parle de ce qu'était la Seconde Guerre mondiale, l'occupation et la résistance. Toujours par l'humour évidemment, mais la comédie a toujours été vecteur de messages forts. J'ai pu lire sur internet que la 7ème compagnie serait un vaudeville
vaudeville militaire. Mais je pense que c'est une approximation pas terrible. On s'en approche effectivement avec une comédie légère basée sur le quiproquo, le malentendu, mais ça serait omettre le vrai travail de fond, réfléchi sur la vision de l'armée française et de la guerre dont on a parlé tout au long de l'analyse. Et dire que la saga est un vaudeville, c'est qu'on n'a pas aimé les films ou qu'on ne les a pas vus selon moi. Je ne sous-estime pas le vaudeville, j'adore ça, mais bon, pour moi, on en est loin. Vous l'avez vu, on est vraiment resté sur le message global, les techniques de scénario et les acteurs. On a peu parlé de la mise en scène ou de montage, mais il faut dire que ce n'est pas ce qui saute le plus aux yeux quand on regarde la 7ème compagnie. Enfin, avec Thomas, on s'amusait à répéter les répliques entre nous. On se donnait même des surnoms des protagonistes en jouant dans la cour d'école. On a grandi avec ces films, on les a mûris et ça a façonné notre rapport au cinéma, à la comédie et aux acteurs. La 7ème compagnie a été une porte d'entrée pour découvrir l'immense carrière théâtrale de Pierre Mondy, les films de Jean Lefebvre ou encore d'Aldo Machon ou Pierre Tornade. Maintenant qu'on est dans cette belle aventure audiovisuelle ensemble, notre nom ne pouvait qu'être une référence à ces films qui nous ont marqués. Et pour tout ça, merci la 7ème compagnie et merci Robert Lamoureux. Et bien voilà, merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Puis d'ailleurs, dites-nous de quel film ou saga vous voulez qu'on parle en commentaire. Puis quant à moi, j'ai plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à penser à vous abonner à nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok. Et puis à vous dire à très bientôt sur la 7ème. Salut! Bah oui, casse-le, va. Non, j'arrive pas à la ranger. Ah, voilà. T'as mis sur silencieux dans le téléphone. Oui. Il va leur arriver de nombreuses vacheries qu'ils... T'as bien mis en veille ton téléphone? Oui, j'ai bien mis en veille le téléphone. J'arrive. Ouais.